Bonjour et bienvenue à tous à notre nouveau webinaire sur le dimensionnement des systèmes d'expansion selon la norme EN 12828. Alors, je vérifie juste une petite chose. Je laisse encore une très courte minute pour les... Je vois qu'il y a encore des gens qui rejoignent le webinaire. Je les laisse rejoindre tout doucement. Tout. Allez, c'est bon, on va pouvoir commencer. Donc, ce nouveau webinaire qui concerne la norme EN 12828 vous sera présenté par Laurent Desmar, prescripteur sur la région Nord, et Antoine Jauvert, moi-même, chargé du support technique et de la formation donc sur l'ensemble du territoire. Quelques questions pratiques avant de poursuivre. Nous maintenons vos micros inactifs afin de pouvoir présenter dans les meilleures conditions. Si vous avez toutefois des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les taper dans la fenêtre questions. Nous y répondrons en fin de présentation. Nous répondrons à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. Je rappelle notre programme des webinaires sur cette année, donc qui porte sur les thématiques autour des solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles contraintes d'optimisation énergétique et environnementale. Le mois dernier, le 27 mai, nous vous avions présenté les différents points clés de l'expansion de l'air et des boues dans les circuits CVC. On avait décrit les différents problèmes associés et quelles solutions on pouvait y apporter. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien dimensionner le système d'expansion afin de garantir le bon fonctionnement de l'expansion dans le circuit de chauffage ou de refroidissement, évidemment. Ensuite, le 30 septembre, on se donne de nouveaux rendez-vous pour gérer, pour parler de la gestion de l'air dans les installations hydrauliques. Évidemment, c'est des problématiques qui ont un thème assez commun. Je rappelle que la société IMI, le groupe IMI, qui veut dire Imperial Metal Industries, est une société initialement métallurgique, donc qui existe depuis 1862, avec 3 divisions internationales. Donc IMI Précision, qui travaille sur des microvannes de précision pour l'industrie automobile, IMI Critical dans la régulation des fluides en process industriel, et enfin IMI Hydronique, c'est nous. Nous travaillons donc sur les solutions hydrauliques pour les systèmes CVC sur les bâtiments résidentiels, commerciaux, dans le neuf ou dans la rénovation. Donc, à travers 3 marques, on apporte différentes technologies innovantes pour maîtriser hydrauliquement notre installation à travers donc, le maintien de la pression et la préservation de la qualité d'eau. Donc, c'est notre marque IMI Pneumatex pour l'expansion notamment. IMI-TA pour l'équilibrage et la régulation. Et enfin, IMI AMR pour la régulation thermostatique des unités terminales. Au sommaire du jour, nous allons voir comment réaliser le calcul du système d'expansion selon la norme EN 12828 à travers donc différentes étapes. La première, on verra comment déterminer le volume de l'installation, puis l'expansion et la réserve. Enfin, ensuite, le facteur de pression, puis la pointe d'eau et enfin, on sélectionnera un système d'expansion de A à Z. Enfin, on conclura et on répondra à toutes vos questions. Alors, on avait vu lors du webinaire précédent les différentes raisons pour lesquelles il était vital d'avoir un système d'expansion qui soit pleinement opérationnel. Qui soit pleinement opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qui soit dimensionné dans les règles de l'art, qui soit bien mis en service et qui soit entretenu, évidemment. Quelles sont les conséquences, en fait, de ce mauvais dimensionnement ou mauvaise mise en service? On va laisser en fait l'air s'introduire dans l'installation si on n'avait pas une bonne stabilisation de la pression. L'air introduit dans l'installation peut entraîner de la corrosion et la corrosion peut entraîner la rupture des canalisations. Deuxième phénomène qu'on va rencontrer sur une installation, c'est les problèmes de cavitation. Qu'est-ce que c'est le problème de cavitation? En fait, c'est un phénomène très destructeur. Comment on va le remarquer? C'est
on va entendre des bruits parasites dans l'installation comme des billes de métal qui vont se balader dans les canalisations, qui vont s'entrechoquer sur les différentes parois de l'installation. Donc c'est un phénomène extrêmement destructeur comme on peut le constater ici. Il va attaquer notamment les vannes d'équilibrage, les vannes de régulation et les pompes. Et donc il va vraiment détruire en fait les éléments qui sont sur votre installation. C'est très délétère. Et le bon maintien de la pression dans l'installation va éviter ce phénomène. Enfin, troisième impact qu'on rencontrera sur l'installation, ce sera les boues, évidemment, l'encombrement des différents éléments à cause des boues. Et quelles sont les conséquences notamment de ces boues? On va le voir à travers l'encrassement d'un échangeur, l'impact que ça peut avoir sur le coût énergétique. Ici, on a l'échangeur donc d'un évaporateur qui est très encrassé. On constate qu'avant nettoyage, donc dans la situation actuelle, voici les caractéristiques de notre échangeur. Sa capacité frigorifique est de 1020 kW, sa consommation électrique est de 340 kW, et donc le rapport de ces deux grandeurs nous donne une efficacité de 3. Après nettoyage, on a pu améliorer la capacité frigorifique de 15%, réduire la consommation électrique de 14%, et donc au final augmenter l'efficacité de notre échangeur de 33%. Et donc cet encrassement peut être évité grâce à la bonne sélection et au bon entretien de notre système d'expansion. Donc maintenant, on va voir comment bien déterminer justement ce système d'expansion pour éviter ces problèmes. En ce qui concerne les différentes normes qui existent, donc nous, on va parler de la norme EN 12828 qui concerne les installations de chauffage avec une température inférieure ou égale à 105 degrés. Elle sera également utilisée sur les installations de refroidissement, cette norme. On a également une autre norme, la 12953, qui va concerner, elle, les installations au-dessus de 105 degrés. Enfin, on aura une norme qui concerne les installations solaires. Et puis, on rencontrera une autre norme en Suisse qui concerne, elle, les installations de chauffage et qui est propre donc à la législation suisse. Pour bien sélectionner, pour bien dimensionner notre système d'expansion, on aura besoin de données essentielles. Quelles sont ces données? On va avoir besoin de la puissance installée sur l'installation, la puissance de la chaudière, du groupe froid, le volume de notre installation, le type de fluide utilisé, la hauteur statique ou pression de fonctionnement de l'installation, le régime de température, aller et retour, et enfin la pression de tarage des soupapes. Le volume de l'installation, comment on le détermine? Il y a 3 façons de le déterminer. La première, c'est par le calcul, en calculant le volume des différentes conduites, des éléments de stockage, donc des ballons d'eau chaude sanitaire, des ballons d'eau chaude par exemple, les volumes de production et enfin le volume des émetteurs qui seront installés sur notre bâtiment. En additionnant tous ces volumes, on obtient le volume total de l'installation. J'insiste sur quelque chose, le volume d'installation aura une légère imprécision dans tous les cas et c'est la seule donnée dans notre dimensionnement qui aura une imprécision. Toutes les autres sont des données exactes. La deuxième méthode pour déterminer ce volume, c'est la méthode exploitant, qui consiste à remplir l'installation, qui est initialement vide, et de mesurer, grâce à un compteur, le volume de remplissage. On va pouvoir donc déterminer le volume total de l'installation grâce à cette méthode. Enfin, la troisième méthode, et c'est celle qu'on veut utiliser, c'est notre méthode basée sur notre expérience, c'est par estimation grâce à la puissance installée et au type des émetteurs qui sont en place. Je vais maintenant détailler cette méthode d'estimation du volume. Pour estimer ce volume, on aura besoin de 2 éléments, donc le coefficient de volume spécifique et la puissance installée. Le premier élément, ce coefficient de volume spécifique, il est facile à obtenir. Il s'obtient grâce à 2 données, grâce à ce tableau,
qui relève les différents coefficients de volume. Donc, grâce à nos outils de terminal, donc que ce soit des radiateurs fonte, panneaux acier, convecteurs, et grâce au régime de température, en croisant ces deux paramètres, on va obtenir notre coefficient de volume spécifique. On va le voir tout de suite à travers un exemple. Ici, je prends une installation avec une puissance de 413 kW et avec des émetteurs type radiateur panneau acier qui fonctionnent sur un régime 70-55 degrés. Je croise donc ces deux données, 70-55 des radiateurs panneaux, et j'obtiens un coefficient de volume de 12,1. Je calcule donc mon volume d'eau d'installation, 413 par 12,1. J'ai donc une installation qui fait 5000 litres, 5 mètres cubes. Qu'est-ce que je vais pouvoir maintenant déduire de ce volume d'installation? Je vais pouvoir déduire le volume d'expansion et le volume de réserve de mon système d'expansion. Le premier, c'est le volume d'expansion, qui a deux composantes, le volume d'installation qu'on vient de calculer, qu'on vient de déterminer, d'estimer, et le coefficient d'expansion. Comme précédemment, le coefficient d'expansion se retrouve grâce à un tableau qui liste les différents coefficients et qui va dépendre du fluide utilisé. Dans notre cas, ici, on considère une installation de chauffage classique avec de l'eau pure. Et une température, ici, je le rappelle qu'on est sur une température maximale de 70 degrés. Je croise donc ces deux données et j'obtiens un coefficient d'expansion de 0,0226. Ce qui me permet d'obtenir mon volume d'expansion qui sera de 113 litres. J'ai donc maintenant mon volume d'expansion. Je souhaite obtenir mon volume de réserve. Le volume réserve s'obtient toujours grâce au volume de l'installation qu'on a déterminé et c'est 0,5% de ce volume. J'obtiens donc 25 litres. Je vais maintenant additionner ces deux volumes, le volume d'expansion et le volume de réserve, pour obtenir le volume d'eau nette qui nous permettra ensuite de calculer notre système d'expansion. 113 litres plus 25 litres, j'ai un volume d'eau nette de 138 litres. Je vais parler maintenant des pressions. Parce qu'on a parlé du volume de l'installation, comment le déterminer, comment en tirer le volume d'eau nette qui va me permettre de déterminer mon système d'expansion. Maintenant, je vais parler des pressions, puisqu'il y aura une pression de consigne sur notre système d'expansion. Il faudra considérer toutes les pressions qui sont mises en œuvre. La première pression à considérer, c'est la pression P0, c'est la pression de gonflage de notre vase d'expansion, de notre système d'expansion. La deuxième, donc P0, ça va constituer en fait notre pression minimale. Et PSVS, la deuxième pression, c'est la pression maximale que pourra atteindre notre installation. C'est la pression de tarage de notre soupape. Grâce à PSVS, cette pression de tarage de soupape, je vais obtenir la pression finale de mon vase d'expansion, PE. Et me restera à déterminer PA. Et on verra à la fin comment déterminer cette pression PA. Donc, première chose, la pression minimale P0, qui est la pression de gonflage, je l'obtiens grâce à la hauteur statique. Qu'est-ce que la hauteur statique? On pourrait considérer que c'est la hauteur statique totale de mon bâtiment. Mais plus précisément, en fait, c'est la hauteur entre le point bas de mon système d'expansion, son point de raccordement, et le point le plus haut des purges sur notre installation. C'est cette hauteur qu'il faut considérer dans le calcul. Ma pression de gonflage est donc de cette hauteur statique divisée par 10 plus 0,2. Je reprends mon exemple. Ma hauteur statique est de 14 mètres. J'ai donc un P0, 14 divisé par 10 plus 0,2,
1,6 bar. Je dois gonfler donc mon système d'expansion à 1,6 bar. Je vais donc maintenant calculer la pression finale de mon système d'expansion, qui sera égale à 0,9 fois le tarage de mes soupapes. Pourquoi 0,9? Parce que la norme considère que les soupapes vont se fermer après une chute de 10% de la pression de l'installation. Sauf qu'en réalité, on constate qu'en fait, les soupapes, selon leurs caractéristiques, selon leur taille, selon leur pression de consigne, elles ne vont pas forcément se fermer après une chute de 10%, mais au-delà, après une chute de 20% de la pression de l'installation. Donc la nouvelle formule qu'on va utiliser, c'est celle-ci lorsque les soupapes auront une consigne inférieure ou égale à 5 bars. Donc en particulier les petites soupapes, on va utiliser cette formule qui va en fait intégrer le fait que les soupapes peuvent se fermer non pas après 10% de chute, mais après 20% de chute de la pression. J'ai donc mon PE, ma pression finale, que j'obtiens grâce à mes soupapes qui sont ici à 3 bars, donc j'utilise cette formule. J'ai une pression finale PE de 2,5 bars. Ces deux pressions que je viens de calculer, la pression initiale et la pression finale, vont me permettre de déterminer mon facteur de pression. Et c'est ce facteur de pression qui, multiplié par mon volume précédemment calculé, va me permettre de calculer mon système d'expansion. À travers cette formule, j'ai P0 précédemment calculé 1,6 bar, PE 2,5 bar. J'obtiens un facteur de pression de 3,9. Vous pourriez vous demander pourquoi, dans cette formule du facteur de pression, j'ai un plus 1 ici. Eh bien, tout simplement parce que on calcule ici avec des pressions absolues. Donc, en général, on parle de pression relative, mais dans ce calcul, j'utilise des pressions absolues. Donc, j'ai un plus 1 qui vient ici, ce plus 1 a été annulé en soustrayant PE et P0 au dénominateur. Grâce à ce facteur de pression que je multiplie donc par le volume d'eau net que j'ai calculé, PF est égal à 3,9, mon volume d'eau net est de 138 litres. J'obtiens donc un volume minimal de vase d'expansion de 538 litres. Et ça, ce qui va me permettre de déterminer le système d'expansion à mettre en place. Je vous rappelle également que lorsqu'on va devoir sélectionner le système d'expansion, il faudra toujours respecter le fait que la pression de service de notre vase d'expansion doit être supérieure ou égale à notre pression de soupape. Dans notre exemple, la pression de soupape est de 3 bars. La pression donc de service de mon vase sera d'au moins 3 bars, car c'est la soupape qui doit rester l'élément de sécurité sur notre installation. Je vais maintenant donc laisser la parole à Laurent Desmarques qui va vous parler un petit peu plus du dimensionnement de la sélection pratique du système d'expansion. Merci Antoine. J'ai le temps de prendre la main. Voilà. Écran. Voilà. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, je te confirme. C'est bon. Ok, je vais passer en présentation. Oui. Voilà. Bien, merci Antoine. Donc maintenant qu'on a calculé le vase minimal, en fait, enfin le volume minimal de vase à sélectionner, on va devoir maintenant le sélectionner. Alors, si je reprends l'exemple que tu as pris Antoine tout à l'heure, donc on avait vu qu'il nous fallait un vase d'un volume minimal, pardon, d'un volume de 538 litres.
Donc, on va sélectionner en fait dans notre catalogue un vase au plus proche de 600 litres. Dans notre exemple, sur le catalogue, on a en fait chez Pneumatex un SU 600.3 qui détermine en fait 600, donc le volume du vase, et le point 3 correspond en fait à la pression de service du vase. Et donc, dans notre exemple, on avait une pression de service, une tarage de soupape de 3 bars. Donc, ce vase correspond en fait à l'exemple donné. Si je reprends ce vase-là sélectionné, je vais donc reprendre les éléments. On a donc un vase de 600 litres qui est déterminé. J'ai mon facteur de pression qui est de 3,9 litres. J'ai mon volume d'expansion qui est de 113 litres. Je vais devoir déterminer en fait le volume de réserve par la formule suivante. Le volume de réserve, c'est donc le volume nominal de mon vase qui est là pour le coup, qui n'est plus de 538, mais de 600 litres. Le facteur de pression reste inchangé et le volume d'expansion également. J'obtiens donc à ce moment-là une nouvelle réserve calculée en fait de 41 litres. Et ce volume de réserve est bien supérieur aux 25 litres minimum demandé par la norme. Ensuite, on va devoir calculer la fameuse pression PA. La PA, qu'est-ce que c'est que PA? Finalement, c'est la pression de remplissage de mon vase. Et cette pression, en fait, c'est la pression qui va être nécessaire pour faire rentrer dans mon vase cette réserve d'eau à température minimale. Alors, comment je vais devoir la déterminer, cette pression? Elle va devoir répondre à deux critères. Le premier, on l'a vu tout à l'heure, elle permet de rentrer, d'intégrer la réserve. Et cette réserve, en fait, doit dépasser une certaine réserve minimale. Et le deuxième critère qu'elle doit prendre en considération, c'est qu'elle doit être supérieure à la pression de gonflage augmentée de 0,3 bar. Ce qui fait la difficulté finalement de la sélection de cette pression. Pour la déterminer, en fait, pour comprendre comment la déterminer, on utilise la loi des gaz parfaits. En fait, on va considérer que le volume d'air emprisonné dans le vase d'expansion est un gaz parfait. Et pour ceux voilà, qui ça rappellera des souvenirs de l'école, la loi des gaz parfaits ou de Boyle-Mariotte, véritablement, on a P1 V1 égale P0 V0, c'est-à-dire que la relation pression-volume est constante lorsque la température est considérée constante. Pour prendre cet exemple, mon vase à vide a été gonflé à P0, donc j'ai un volume nominal Vn et une pression de gonflage P0. Lorsque je vais devoir intégrer cette volume de réserve, l'air emprisonné en fait dans le vase va se comprimer jusqu'à une pression PA, donc la pression va augmenter de P0 à PA, tandis que son volume va se comprimer de Vn à Vn moins VWR. Et donc, cette relation, finalement, d'équilibre entre ces deux pressions nous permettra de déterminer, en fait, la pression PA. Alors, dans un premier sens, on l'obtient cette valeur-ci. Cette pression, en fait, est calculée en pression absolue. Et si, d'un point de vue pratique, puisque c'est ce qu'on utilise tous les jours, on travaillera en pression relative, j'obtiens donc cette nouvelle valeur avec le fameux 1 qui considère, en fait, la pression atmosphérique. Donc, voilà la formule en fait obtenue entre PA de PA en fait, et on voit qu'elle est déterminée et elle est liée en fait à mon volume de réserve. Tout simplement. Une fois que j'ai cela, je vais pouvoir vous proposer en fait un exemple et une sélection via le logiciel. Donc ici, je vous rappelle simplement les exemples donnés par Antoine au niveau de notre choix de dimensionnement. Notre vase d'expansion, on va le déterminer donc en 3 étapes au départ. J'ai mon volume d'installation et mon coefficient qui vont me donner en fait mon volume net d'expansion. En parallèle, mes pressions de gonflage et de tarage de soupape me permettront de déterminer le facteur de pression de mon vase. L'utilisation de mon facteur de pression et de mon volume net d'expansion par calcul en les multipliant l'un à l'autre, je déterminerai donc le volume minimal de ce vase. Ça, c'est les 3 étapes de base pour la sélection de mon vase. Je vous rappelle avec l'exemple donné, les précédents calculs.
calcul. Donc, avec notre volume initial de 5000 litres et les différents éléments rentrés, on a obtenu un volume net de 138 litres. Ça, c'était la première étape, la détermination du volume net. La deuxième étape, c'était donc de bien répertorier en fait les pressions minimales et pressions finales de façon à pouvoir déterminer en fait le facteur de pression que j'obtiens en fait, je le considère dans une troisième étape, ce facteur de pression. Et on a vu par le calcul, donc avec le coefficient de facteur de pression de 3,9, on a sélectionné en fait un SU 600.3 qui est bien supérieur au volume minimal de 538 litres. Par calcul, j'obtiens en faisant ce calcul une réserve de 41 litres. Maintenant que je connais cette réserve, est-ce que j'ai fini la sélection? Eh bien non, en fait, j'ai besoin de vérifier que ma pression de remplissage, PA, est bien la bonne. Comment je la détermine? Par la formule qu'on a démontrée tout à l'heure, en appliquant les données d'entrée de l'installation entre la pression minimale, le volume et la nouvelle réserve. Et j'obtiens donc par calcul finalement cette pression PA. Et cette pression PA, je m'aperçois en fait que j'obtiens 1,8 bar. Or, 1,8 bar, en fait, c'est inférieur à 1,9 bar, qui est en fait la pression de gonflage plus 0,3 bar. Donc là, j'ai un problème, parce qu'en fait, ma pression PA respecte bien au départ donc le premier critère qui est de faire rentrer en fait une réserve d'eau supérieure à 25 litres, donc au 5 pour 1000 de l'installation, mais elle doit aussi répondre au critère d'être supérieure à la pression de gonflage plus 0,3 bar. Donc là, mon vase de 600 litres finalement n'est pas suffisant. Je vais devoir prendre donc un vase, sélectionner en tout cas un vase d'un volume supérieur. Pour l'exemple, on prendra donc le vase le plus proche de notre catalogue et on utilisera un SU 800.3. Une fois que j'ai sélectionné ce SU 800.3, qu'est-ce que je vais devoir faire? De nouveau, calculer la nouvelle réserve de mon vase en fonction toujours de la même formule. Et là, j'obtiens par calcul un nouveau volume de réserve de 92 litres. Et, au passage, vous noterez que le volume minimal était de 25 litres. On arrive déjà à un volume de 92 litres, ce qui est relativement conséquent. Une fois que j'ai sélectionné ce nouveau volume de réserve, celui-ci va me permettre de vérifier la nouvelle pression initiale PA par calcul. Là, cette fois-ci, avec ces 92 litres, j'obtiens une pression de 1,94 bar qui est bien supérieure à 1,90 bar, c'est-à-dire le critère minimal pour répondre à la norme. Donc, excusez-moi. Donc là, je dirais au niveau de cette étape, on a sélectionné finalement le bon vase pour pouvoir répondre en fait à l'expansion du système et aux éléments requis de la norme. Maintenant, ceci, on l'a fait par calcul. C'est un peu lourd, effectivement, parce que vous voyez, on a été obligé de faire 2 étapes pour sélectionner notre vase. On a, pour simplifier, en tout cas pour rendre le système plus rapide, le logiciel iSelect qui nous permettra de faire tous ces calculs. Alors, vous voyez ici un descriptif rapide. Hein. Sur cette partie gauche, on va y intégrer toutes les données d'entrée nécessaires à l'installation. Et par sélection, en fait, le logiciel vous détermine en fait le vase le plus approprié en fait pour l'installation. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, ce vase, ce SU 800.3 proposé par le logiciel correspond bien donc à la pression initiale de 1,94 et un volume de réserve donc car on est un tout petit peu supérieur de 93 litres. En fait, dans notre exemple, il y a plusieurs paramètres dans le logiciel qui nous permettent de préciser les éléments les données techniques. Là, pour l'exemple, on a en fait considéré que la hauteur statique, c'est la hauteur en fait divisée par 10. Bien évidemment, on peut modifier cette hauteur, prendre les 9,81 notamment, pour pouvoir avoir quelque chose de plus précis éventuellement. Donc voilà les résultats faits avec le logiciel. Maintenant, on a donc tous les éléments finalement nécessaires pour avoir sélectionné le vase. Maintenant, on va devoir le remplir de façon réelle au niveau de l'installation. Il est bien évident qu'on ne va pas le remplir forcément à la pression minimale au niveau de sa température minimale, PA. On va devoir considérer la température de l'installation au moment où on fait le remplissage de notre vase.
Et donc, cette pression, justement, de remplissage, on l'appelle ici P-fill, c'est donc cette pression qui est nécessaire pour faire rentrer la réserve d'eau à l'intérieur de mon vase à cette température T-fill. Et cette température, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'installation? En fait, j'ai eu une expansion, finalement, de la température minimale jusqu'à cette température de remplissage. Ça, il faut en tenir compte. Pour l'obtenir d'un point de vue calcul, en fait, on réutilise la formule de Boyle-Marriott au détail près de PA. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on tiendra compte non plus simplement du volume nominal moins la réserve, on tiendra compte également en fait, du volume de contraction de la température des fils à la température minimale de l'installation. Et ça, pour la déterminer, de nouveau, on utilisera le tableau du coefficient d'expansion. Dans l'exemple qu'on a fait, on a utilisé une température de remplissage de 20 degrés. Donc, on calcule le volume de contraction en fait, de la température de 20 degrés à notre température minimale. Et c'est fait en fait avec le coefficient, tout simplement, 0,016 pour 20 degrés. J'avais donc un vase, j'avais donc, excusez-moi, une installation de 5000 litres. Au coefficient, donc 0,016, j'obtiens donc un volume de contraction de 8. En appliquant ce volume de contraction à ma formule, j'obtiens une pression de remplissage de mon vase à 20 degrés, qui est de 1,97 bar. Je prends un deuxième exemple, également, pour être réaliste et proche, je dirais, de ce qui vous arrive notamment sur le terrain. Et on peut imaginer le changement d'un vase en plein hiver, notamment. Si l'installation, par exemple, est à 60 degrés au niveau du réseau, en fait, à 60 degrés, je vais donc prendre ce nouveau coefficient, en fait, 0,169. Si je dois faire mon remplissage sur une installation qui est à 60 degrés, je calcule donc le nouveau volume de contraction. J'obtiens en fait un volume de contraction de 84,5 litres, ce qui fait que ma pression de remplissage à 60 degrés n'est pas de 1,97 bar, mais là sera de 2,34 bar. Donc voilà, une fois que j'ai fait cela, voilà, mon vase est en service au niveau de l'installation, prêt à fonctionner et répondre en fait à tous les besoins d'expansion. Au niveau du iSelect, notre logiciel, lorsqu'on a les résultats, le tableau nous permet également de décrire ce graphe qui est très utile notamment pour la partie exploitation, justement pour se rappeler et utiliser le vase ou faire la maintenance du vase. Alors, je vous l'ai décrit en fait assez rapidement. On a ici en bleu la pression minimale de l'installation qui est la pression de gonflage P0. On a la pression extrême finalement de l'installation qui est déterminée par le tarage de soupape qui est de 3 bars, donc PSVS. On va avoir la pression initiale du vase qui est de 1,94 bars qui correspond finalement donc à 0 degré. Notre pression de remplissage à 20 degrés et si on fait un remplissage à une autre température, le graphe nous permet de déterminer la bonne pression. Enfin, on a l'extrême limite finalement de l'utilisation de ma vase en conditions normales, qui est la pression finale. Et donc, mon vase, en fait, évoluera de cette pression, en fait, de cette pression PA jusqu'à la pression finale PE. Les limites de ces vases statiques, on le voit bien, en fait, par notre exemple. Dans la plupart du temps, c'est un peu ce qu'on rencontre sur le terrain. On détermine souvent par approximation finalement le vase simplement par le volume d'expansion et un coefficient par expérience. Ça, malheureusement, c'est logique. On le fait par simplification, ce qui est naturel, notamment pour des chiffrages. Et on s'aperçoit finalement dans notre exemple que c'est pas suffisant si on veut être précis pour bien dimensionner notre vase. Là, si je prends l'exemple qu'on avait aujourd'hui, on avait donc une expansion de 113 litres pour un vase de 800 litres. Donc, il y a quand même un écart énorme entre l'expansion et le vase sélectionné, ce qui fait que on risque dans certains cas de faire des erreurs finalement de dimensionnement par approximation. Pour éviter pour éviter ce surdimensionnement de vase, il y a une autre possibilité en fait. Au lieu d'avoir une charge fixe, c'est-à-dire une pression de fixe de gonflage de mon vase, c'est finalement de pouvoir dégonfler mon vase pour pouvoir finalement utiliser davantage de volume de celui-ci. Et ça, en fait, ça va être le maintien de pression dit dynamique. Excusez-moi, c'est moi qui me trompe.
Le maintien de pression dit dynamique, en fait, nous permet d'éviter en fait cette problématique dans le dimensionnement d'utilisation du facteur de pression. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne en fait. On va avoir deux types de maintien de pression. Le premier, en fait, ça va être de maintenir la pression par un compresseur qui va être passé côté air, et ça va fonctionner de la manière suivante. On va avoir donc ici l'expansion naturelle à travers ma vessie. Ce qui se passera, c'est que lorsque je fais de l'expansion à travers mon vase, donc le vase va se remplir, et pour qu'il se remplisse davantage au niveau des pressions, je vais décharger en fait mon air au fur et à mesure pour prendre un maximum de volume à l'intérieur de mon vase. A contrario, lorsque j'aurai une contraction de volume de mon installation, mon compresseur regonflera le vase, et en regonflant le vase, en fait, me permettra de réintégrer en fait le volume d'eau dans l'installation. La deuxième, excusez-moi, ce type de vase dit dynamique s'appelle le compresso connect. Le deuxième type de maintien de pression, c'est en fait un maintien de pression qui va être contrôlé par une pompe placée au niveau de l'eau. En fait, ce qui se passera, c'est qu'au lieu d'avoir un compresseur là, je vais avoir une pompe et une vanne en fait d'ouverture. En fonction de la dilatation, cette vanne s'ouvrira et le vase se gonflera tout simplement. Ce qu'on remarque, c'est que en fait, ce vase est à pression atmosphérique, donc il n'y a pas en fait, il n'y a rien qui va empêcher de remplir le vase de façon conséquente, voire jusqu'à quasiment un maximum. A contrario, lorsque je vais devoir réintégrer le volume d'eau dans l'installation, c'est ma pompe en fait qui pompera l'eau dans mon vase pour la réintégrer en fait au niveau de l'installation. Chez Pneumatex, ce type de vase, c'est le Transfero Connect. Voilà ces deux types de vases. Le gros intérêt de ces deux types de maintien de pression, c'est qu'ils nous permettent de limiter finalement la taille du volume de notre vase au niveau du volume, puisqu'on n'a pas plus un facteur de pression qui dépend des pressions de gonflage et des pressions finales, mais en fait, on va avoir les limites qui vont être plus données par la géométrie du vase. Voilà, je ne dépasserai pas une certaine limite en haute et limite basse de mon vase. En conclusion, le dimensionnement correct d'un vase, en fait, voilà, trop souvent, on le limite finalement à quelque chose de simple, à une approximation, une sélection rapide liée à la puissance. C'est pas véritablement le cas si on veut être précis en termes de dimensionnement, car si l'on sous-dimensionne notre vase, ça conduit en fait à des problèmes d'exploitation, ce qu'on a pu voir au précédent webinaire, des problèmes d'oxydation, un vieillissement, des problèmes de purge et de grossification de traitement. Le choix du vase statique également peut se révéler coûteux lorsque le facteur de pression est élevé. On l'a vu tout à l'heure, on a un coefficient de 4, là on a un petit volume d'installation, on peut rapidement arriver à des volumes importants en termes de vase et avec des pressions de service éventuellement très élevées. L'alternative des groupes de maintien de pression, que sont justement les compressos et les transféros, ça devient plus avantageux justement en fonction de certains volumes, et ça devient même nécessaire lorsqu'on dépasse un certain seuil de volume et de hauteur statique. La puissance également est importante. Enfin, quel que soit le vase choisi, maintien de pression ou vase statique, sa maintenance est primordiale pour garantir les performances et la longévité de l'ensemble des éléments d'installation, car si ce n'est pas le cas, on aura des difficultés de bout et comme là, on l'a indiqué au préalable, on modifiera les performances. Donc voilà, grosso modo, entièrement les items les plus importants de la sélection de mon vase. Avant de passer aux questions, je voudrais vous indiquer qu'on a en fait à votre disposition deux brochures à télécharger. Une première brochure qui décrit en fait les différents systèmes que nous avons sur l'expansion en général, et une brochure spécifique qu'on appelle planification et calcul, qui va redécrire tous les critères de dimensionnement d'un vase d'expansion selon le EN 12828. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie. On va passer maintenant aux questions. Antoine?
Oui, merci bien Laurent. Alors, je vais tout de suite répondre à une question que j'ai vue, auquel on a déjà répondu à l'écrit. Euh, donc, la question, c'est au lieu... Bon, attendez une seconde. Au lieu d'augmenter la taille du vase d'expansion, est-il possible d'augmenter la pression de la soupape et donc la pression du réseau pour éviter d'augmenter d'une taille de vase? Alors oui, en effet. Et alors, je vais juste vous repartager mon écran pour développer un peu cette réponse. Euh, Antoine Jauvert, voilà, montrer mon écran. Alors, sur ce graphe ici, je vous rappelle les différentes pressions dont on parle. P0, la pression minimale, et PSVS, la pression de tarage de soupape, qui nous permet de déterminer la pression finale PE de notre vase d'expansion. Donc, si on augmente la soupape, la pression de soupape, on va du coup augmenter la pression finale PE de notre vase d'expansion. Quel impact ça aura sur notre facteur de pression et donc au final sur notre sélection? Eh bien, plus PE va être grand, donc plus on va augmenter du coup la pression de tarage de notre soupape, plus ce facteur de pression va se rapprocher de 1. Donc en fait, on va creuser l'écart entre PE et P0. Donc on va rapprocher notre facteur de pression de 1, donc on va pouvoir diminuer la taille de notre vase d'expansion. Voilà. Et pour répondre à cette question, alors, deuxième question, pouvez-vous faire un rappel pour déterminer la pression de tarage minimum de la soupape? Alors, la pression de tarage minimum de soupape, c'est très simple. La soupape, c'est l'élément de sécurité de votre installation. C'est lui qui va protéger le reste de l'installation. C'est la soupape qui va protéger votre installation. Donc, c'est elle qui doit avoir la pression de service la plus faible, car c'est elle qui doit s'ouvrir en premier quoi qu'il arrive. C'est elle qui doit céder, en fait, quelque part, en premier. Troisième donc question, est-ce que pour deux réseaux, eau chaude et eau glacée, donc deux GMP, donc deux groupes de maintien de pression, hein, nous pouvons juste dimensionner un GMP sur le calcul le plus volumineux et ajouter 30%. Est-ce que cela est viable? Alors, je ne suis pas sûr de maîtriser cette question. Est-ce que... Je vais reprendre, Antoine. Oui, oui, Bonjour à merci. tous, bonjour à toutes. Donc, en fait, oui, c'est possible uniquement si on est dans un cas où on fait de la production de chaud uniquement l'hiver et la production de froid uniquement l'été. C'est le même réseau. On a deux productions différentes, une chaude et une froide, mais on fait du chaud l'hiver et du froid l'été. Et en aucun cas, dans un système changeover avec 26 voies, où on fait tantôt du chaud, tantôt du froid. Là, il faut bien deux systèmes d'expansion totalement séparés pour éviter des recirculations. Mais quand on a une production de chaud et une production de froid séparées, et on fait tantôt l'un et tantôt l'autre, mais une fois par an, on fait un changement, là, c'est possible d'avoir qu'un système d'expansion. Et bien sûr, le système d'expansion sera calculé sur l'élément le plus défavorable, soit le chaud, soit le froid. On calcule les deux vases d'expansion et on prendra le pire des deux. Voilà pour la réponse. En effet. Et en général, le pire des deux, enfin, les conditions les plus extrêmes, ce sera la partie chaud en principe. En général, logiquement, oui. Oui, logiquement. Mais on a un cas, il n'y a pas très longtemps, on a terminé avec 55 mètres cubes de réseau froid et 10 mètres cubes de réseau chaud. Et on sait que dans le réseau froid, on prend aussi la réserve. Et la réserve, c'est déjà 5 pour 1000. Donc, ça fait déjà un gros volume. Et on s'est rendu compte que le froid était à 600 litres alors que le chaud n'était qu'à 300 litres. Donc, à ce moment-là, on prendrait le plus défavorable, le fameux 600 litres du froid. D'accord. Bonjour, donc une autre question. Avez-vous une approche différente pour les réseaux de chaleur qui impliquent des volumes plus importants,
Par exemple, hypothèse de température basse considérée en fonctionnement et non au remplissage. Alors, dans un réseau qui est un réseau urbain, on va prendre une variation de température. On sait très bien qu'un réseau urbain, il y a toujours des fuites. On le sait très bien, donc on est plutôt en rétractation permanente et en un point d'eau assez régulier. Donc, l'expansion est rarement totale. Cependant, quand on prend une température variable, donc une température de départ 90-70 ou 105-90 par exemple, on va avoir une dilatation qui va se créer. Donc, on estime que la première fois, on peut évacuer cette eau et après, on reste sur un régime établi puisqu'un réseau urbain va toujours tourner à une température plus ou moins constante. Donc, on peut se permettre de dire, voilà, au lieu d'estimer une variation sur la totalité de l'expansion, je vais prendre que entre, par exemple, minimum 80 et maximum 105. Et on aura moins de vagues d'expansion qui sera un coût moindre, mais uniquement une question de coût. Mais techniquement, on pourrait prendre la totalité. Ça se discute, il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas d'élément toujours défini, il y a juste une expérience, notre expérience que nous avons et l'expérience du client qui va dire, voilà, moi par expérience, je sais que mon réseau varie ou il ne varie pas. Et on va trouver une solution adaptée, ce qui ne sera pas valable pour le client d'à côté. C'est vraiment toujours une solution unique. Et une expansion, ce n'est pas une généralité, c'est toujours unique. C'est vraiment adapté au client. D'où d'ailleurs le but des expertises que nous faisons en chaufferie par tous les technico-commerciaux qui sont en France, qui vont en chaufferie et qui vont déterminer en fonction de vos demandes spécifiques, de vos habitudes, de l'habitude du client, des impératifs, de la sécurité, et toujours adapté. C'est toujours une solution vraiment pour votre client et vous-même, bien sûr. D'ailleurs, IMI, voilà, l'ensemble des collaborateurs IMI sur le terrain sont à votre disposition justement pour pouvoir vous accompagner et faire des audits dans les chaufferies. Et oui, et c'est vrai qu'on constate souvent que sur les installations, on aura soit des systèmes d'expansion sous-dimensionnés ou soit surdimensionnés. On a les deux cas, on rencontre les deux cas. Et dans le premier cas, ça va entraîner des problèmes sur l'installation. Dans le deuxième cas, c'est pas trop grave s'il est surdimensionné. Mais vous auriez pu économiser à l'investissement peut-être. Donc, il est important de pouvoir vraiment bien déterminer ce système d'expansion. Alors, autre question. Le diamètre de raccordement. Oula, attendez. J'ai sauté là. Le diamètre de raccordement est-il bien à calculer selon la puissance de l'installation? Alors oui, il est bien, puisqu'en fait, c'est la variation de puissance. C'est comme si vous mettez une casserole d'eau sur le feu et que vous faites chauffer 1 litre d'eau avec 100 watts ou 10 kilowatts. La variation va plus ou moins être rapide et donc l'expansion sera plus ou moins rapide. Donc, ce qui veut dire qu'il faut récupérer cette eau. Et le diamètre donc, de raccordement, plus l'expansion peut être rapide, plus il faut que le diamètre soit gros, puisque la norme demande une vitesse dans le tuyau d'expansion de 0,1 mètre seconde. 0,1 mètre seconde. Et pour répondre à la question qui va ensuite dessus, préconisez-vous un flexible ou un équipement pour le raccordement? Alors oui, pour le vase d'expansion, inflexible puisqu'il faut que le vase, quand il est, je dirais, mécaniquement sur le sol, il faut qu'il soit libre de mouvement parce qu'on a un pied de mesure qui détermine son niveau de fluide à l'intérieur. S'il est raccordé de façon rigide, c'est tout à fait néfaste puisqu'on n'a pas la bonne valeur puisqu'il y a un élément d'attachement. Donc mécaniquement, le pied de mesure peut être influencé négativement et la mesure n'étant pas bonne, vous n'aurez pas les éléments corrects. Voilà. En sachant qu'on parle bien d'expansion, rien à voir avec des systèmes de dégazage ou des raccordements, puisque là, il y a un effet un élément de circulation dans le tube et qui pourrait faire un système de sapé, c'est-à-dire sape dans l'ensemble, c'est-à-dire que la vitesse d'eau peut faire rétrécir l'intérieur du tube en plastique, puisque c'est un tuyau souple, puisque c'est un flexible. Voilà. Donc tout ce qui est expansion, il en faut un, mais il n'y a pas de vitesse. Dans la partie du vase d'expansion lui-même, c'est assez lent, donc il n'y a pas de ce problème-là. Dans un système de maintien de pression par pompe, par contre, là, au niveau du vase, on peut mettre un flexible, mais pas au niveau du raccordement jusqu'au pupitre de l'expansion. D'accord. Donc un raccordement flexible plutôt. Obligatoire sur le vase pilote, le vase qui a le pied de mesure, mais pas sur le pupitre en lui-même. Ok. Entendu. Donc, autre question, comment dimensionner des groupes de maintien de pression ou des systèmes d'expansion en général pour des hôpitaux en réhabilitation?
Alors, quand on a des fuites importantes, je vous dirais la meilleure des choses, c'est de trouver les fuites parce que on est toujours dans le même cas. On pense toujours qu'un système d'expansion est un système qui fait de la point d'eau. Mais ce n'est pas son travail premier. Hein. C'est pas le but. Hein. Le but d'un système d'expansion, c'est réaliser l'expansion et de maintenir une pression positive en tout point du réseau. C'est pour ça que quand on a un système d'expansion, on doit avoir des sécurités. Cependant, ces sécurités, on peut temporairement je dirais, les inhiber pendant quelques mois, le temps de trouver les fuites, le temps de faire les travaux. Mais du moment que ceci est résolu, il faut repartir sur un système qui fait un point d'eau contrôlé et bien vérifié. Donc en effet, lorsqu'il y aura des fuites, il faudra impérativement que le groupe de maintien de pression réalise un appoint automatique. Donc il Et faut prévoir un groupe de maintien de pression avec un point automatique. Parce que là, on est sur un système à moitié ouvert avec des fuites importantes. tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours limiter les appoints d'eau et trouver l'origine de cette fuite. Mais c'est vrai que pouvoir contrôler et mesurer l'appoint d'eau qui est réalisé, ça va vous permettre derrière d'analyser un peu le phénomène de fuite, à quel moment il intervient, comment, pourquoi, et peut-être préciser son emplacement. C'est exact, c'est ce que nous avons vu dans les précédents webinaires, que si on a la possibilité par site internet et la BrainCube de système d'expansion, de voir à quel moment le niveau d'eau dans le vase chute, remonte, chute, et on voit si c'est une expansion naturelle, parce qu'on est le matin, on commence à chauffer l'eau, le soir on a réduit de nuit, donc la variation d'expansion existe dans le vase, ou alors c'est parce que régulièrement on chute en niveau d'eau et on voit qu'au bout d'une semaine, on a perdu par exemple 20% ou 30% dans le vase. Voilà. Ça aussi, c'est effectivement intéressant de pouvoir le voir, ou tout simplement une vidange accidentelle ou volontaire parce qu'il y a des travaux. Tout à fait. Mais si on ne maîtrise pas l'appoint, en effet, on est sur un système On ne à maîtrise pas la perte d'eau. corrosion. Voilà. Et puis on est en perte d'eau en continu sans vraiment pouvoir comprendre pourquoi. Bonjour, conseillez-vous de multiplier le nombre de vases d'expansion pour les installations assez complexes, par exemple, s'il y a plusieurs générateurs ou des ballons tampons qui servent eux-mêmes de générateurs à un moment donné? Alors, ça, c'est toujours la grande histoire. On va prendre un exemple le plus simple possible. Vous avez chez un particulier une chaudière gaz ou fuel avec une chaudière bois. Est-ce qu'on doit mettre deux vases ou un vase? Par principe, c'est toujours un seul système d'expansion par installation au même endroit. On peut bien avoir deux vases identiques au même endroit. Du moment qu'on a une installation plus complexe et qu'on commence à vouloir mettre des vases un petit peu partout, ça devient compliqué. Ou alors, il faut que ces vases soient reliés de façon électrique et en communication, je dirais, protocole pneumatex, où dedans, on a ce qu'on appelle le master slave. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un qui va être le maître et les autres, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, les slaves. Même principe que changeover, même principe que la redondance. Dans tout système d'expansion, un doit être le maître, comme un chef d'orchestre, hein, et puis après, les autres doivent être exécutants. Voilà comment ça va fonctionner. On ne peut pas avoir deux systèmes qui fonctionnent totalement autonomes sur un circuit qui est relié. Ça ne marchera pas, l'un va se vider dans l'autre et vous aurez des soucis. Mais c'est possible de le faire. On a des choses très complexes qui ont été résolues avec le système d'expansion et de communication entre chaque vase. Tout ça est possible. J'ajoute un autre point également. Sur un vase, par exemple, un vase sélectionné qui va être 2000 litres, on n'est pas obligé de prendre un vase de 2000 litres, on peut aussi prendre deux vases de 500 litres. Hein. Ça, c'est quelque chose aussi d'usuel, hein, véritablement. Ça, faut pas l'oublier également. Quand on voit, là une autre question, on voit que pour un hôpital, il y a deux systèmes d'expansion transféraux qui ont été prévus. Effectivement, les deux systèmes transféraux devront fonctionner avec un master slave de telle façon à avoir un peu comme une chaudière cascade, hein, une première chaudière, une deuxième. Le premier système fonctionne. Quand il ne suffit plus, on passe au deuxième. Et il y a inversion je dirais, par fonctionnement, je dirais, alterné. Voilà. Mais toujours, il faut toujours un qui dirige et les autres exécutent. C'est une obligation dans la partie expansion, exactement ce qui se passe dans une partie d'une GTB. Donc en effet, il faudra prévoir une communication master-slave pour faire fonctionner ces deux maintiens de pression sur le même hôpital. Hein. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on pratique de façon courante maintenant en France et dans beaucoup d'autres pays d'Europe. C'est tout à fait courant et c'est quelque chose qui a été développé depuis de nombreuses années, y compris depuis les anciennes générations. Donc c'est une expérience chez nous qui est maintenant bien acquise.
Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si ça n'a pas déjà été fait pour voir cette problématique-là, sur ce projet en particulier en tout cas. Voilà. Je voudrais repréciser ce qu'avait dit Antoine tout à l'heure par rapport aux soupapes de sécurité. Une chose très importante, on parlait de soupapes qui s'ouvraient à une certaine valeur, mettons 3 bars, et qui se referment 10% en dessous. On a deux gammes de soupapes, par exemple, chez nous. On a une gamme DGH qui respecte cette norme, 10% en dessous, et la gamme H, qui est une soupape beaucoup plus simpliste, qui, elle, se referme à 0,5 bars en dessous. C'est-à-dire qu'en fonction que vous prenez la soupape DGH avec 10% à la fermeture ou la H, vous n'aurez pas forcément le même bas d'expansion. Donc, des fois, économiser sur une soupape de sécurité et sa technologie vous fera peut-être faire en sorte que vous prendrez un vase plus grand. Donc, des fois, une soupape de meilleure qualité, de meilleure, je dirais, précision, vous pourra vous faire des économies. Et comme on disait tout le précédent webinaire, tout compte fait, moins cher. À préciser. C'est vrai qu'une bonne détermination, une bonne sélection de matériel, bien qu'il puisse sembler accessoire, ben non, pas tout à fait. En réalité, il va pouvoir vraiment déterminer, assurer le bon fonctionnement de l'installation et vous éviter des investissements inutiles. Pour toutes les questions qui ont été posées, nous répondrons à nouveau par écrit dans la partie du chat. Vous aurez les éléments en réponse individuellement. Voilà. Je n'ai pas eu le temps d'écrire en même temps que nos réponses. Voilà. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Y a-t-il encore quelque chose? En tout cas, une chose qui est évidente, c'est qu'on remercie beaucoup. Ah, une question est arrivée. Comment le système master-slave s'adapte-t-il aux différents niveaux de puissance sur les générateurs d'un réseau, qui peuvent être très différents selon les priorités de la production? En fait, un master-slave, pour vous l'expliquer brièvement, fonctionne de deux manières. Vous avez un système qui est là pour fonctionner sur la partie pression. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que dans votre réseau, vous maintenez au point neutre, donc là où est raccordé le premier vase, le master, une pression donnée fixe qui ne devra jamais bouger. Le deuxième système ne va pas fonctionner sur la pression, mais va fonctionner sur le volume. C'est lui qui va faire en sorte que les vases vont être à peu près équivalents au niveau volume. Donc l'un fait la pression, l'autre le volume. Voilà comment ça fonctionne un système master-slave dans votre principe. Et c'est-à-dire que le deuxième qui est slave, donc les slaves, la pression peut être variable en fonction des delta P des pompes qui varient, en fonction de plein d'éléments. Mais l'important, c'est là où est le master, le point neutre est unique et constant. C'est ça l'élément le plus important. J'espère avoir répondu à votre question. Donc le master et le slave vont travailler de concours pour pouvoir s'adapter au niveau de puissance. Tout à fait. Tout à fait. Après, on détermine bien sûr les puissances, enfin les groupes de maintien de pression par pompe ou par compresseur aux pompes, en fonction de la puissance des éléments en chaufferie. En sachant que souvent, on parle d'une puissance chaufferie, mettons, de 5 MW, on ne prend pas en compte 5 MW tout le temps, puisqu'on ne va pas passer de 0 à 5 MW. C'est comme des chaudières en cascade, on va faire par exemple 1500 kW, 1500 kW et puis 1000 kW par exemple, ou 2000 kW. Donc, ce qui veut dire qu'il faut voir la variation de charge, qu'on appelle la variation de charge, à quel moment on va monter rapidement ou non en puissance. Et c'est là-dessus qu'on se base. Et toujours, c'est toujours très important, c'est un dialogue avec le client. C'est notre client qui va dire, voilà, moi j'ai mon expérience, voilà ce que je veux parce que j'ai tel ou tel, je dirais, cas qui va arriver sur mon installation. Et c'est là-dessus. Soit on prend peu de sécurité ou sécurité totale. C'est une expérience. Et c'est toujours un dialogue. Et c'est ce qui est très important. C'est un dialogue important à regarder. Et je répète, on est vraiment à votre disposition. Oui, pardon Laurent. Oui. Je disais oui, même chose d'ailleurs, lorsque le client veut justement plus choisir une typologie de vase, type par exemple statique ou un maintien de pression, hein, en fait, quel est son besoin? Est-ce qu'il doit maintenir une pression? Est-ce que finalement son problème c'est davantage l'expansion? Et en fait, le choix des fois se fera également selon ce critère. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et le choix notamment des maintiens de pression, comme notamment les compressors ou les transféraux, permettent justement d'être relativement précis sur le maintien de cette pression qui peut être, dans des cas bien spécifiques, une nécessité pour éviter de modifier un process, par exemple. Il est midi, on va juste repasser le petit slide pour le webinaire du mois de septembre, qui est en cours de création pour la partie du dégazage.
En tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'on vous remercie de nous suivre toujours aussi nombreux. C'est très agréable de voir que notre travail est suivi, parce que vous savez qu'un webinaire, ça prend du temps, hein, et on est content de voir que ça a toujours de l'intérêt pour vous en tant que client, et on espère que ce sera pareil en septembre. En attendant, on va vous souhaiter d'excellentes vacances quand vous les prendrez, en espérant que l'été soit plutôt agréable de façon sanitaire et que le temps s'y prête. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous au jeudi 30 septembre pour la gestion de l'air dans les installations hydrauliques. Encore un sujet qui, après l'expansion, comme on l'a vu, est une problématique et on a des solutions à vous proposer et toujours, on a des cas concrets. Voilà. Nous vous remercions sincèrement de votre présence et vous souhaitons un agréable été. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous.